La visite de Donald Trump en Chine, c'était parce qu'il voulait quelque chose de la Chine, en gros, en lien avec la guerre au Moyen-Orient. Il pensait que la Chine pouvait aider les États-Unis. Et selon vous, quel type de relation la Chine entretient-elle avec les États-Unis? Sachant que d'une certaine façon, Donald Trump pensait pouvoir utiliser l'influence chinoise sur le gouvernement iranien pour les aider dans le dossier du détroit d'Ormuz. Parce que, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on a eu une proposition iranienne adressée aux États-Unis, puis la réponse américaine. Deux propositions totalement différentes. L'opposé, complètement l'opposé, vous voyez. Et l'Iran, juste avant qu'on arrive, on a appris que l'Iran avait répondu encore une fois avec un plan en 14 points. Je ne vois aucun changement du côté iranien. Et Donald Trump, la situation devient d'une certaine manière désespérée pour lui. C'est pour ça que hier soir, il a tweeté que le temps presse et il semble qu'il se prépare à une nouvelle forme d'attaque contre l'Iran. Comment voyez-vous la situation dans son ensemble? Parce que d'un côté, il n'a pas obtenu beaucoup d'aide de la Chine dans le dossier du détroit d'Ormuz et il doit agir. On sait que le prix de l'énergie, le prix de la nourriture, tout augmente. Quelle est votre analyse? Alors, pour revenir à la visite de Donald Trump en Chine, il faut comprendre que cette visite était à l'origine prévue pour la fin du mois de mars de cette année. Et probablement, à ce moment-là, ce que Donald Trump voulait, ce n'était pas parler de l'Iran. Il pensait que la question iranienne serait déjà derrière lui, parce qu'il s'attendait à soumettre l'Iran en quelques jours. L'incident dans le détroit d'Ormuz l'a donc surpris, car il ne s'y attendait pas. Cela veut dire que, dans son esprit, le but principal du voyage en Chine était d'abord de parler des questions commerciales entre les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, si on regarde la composition de la délégation, on voit qu'il y avait, pas uniquement, mais en grande partie, des hommes d'affaires, des gens du monde de la finance américaine et aussi du secteur des hautes technologies. L'idée, clairement, c'était de discuter des enjeux commerciaux. Comme il n'a pas obtenu la victoire, ou une victoire décisive, ou peu importe comment on veut l'appeler, en mars, il a dû reporter cette visite, parce qu'évidemment, il n'était pas prêt à la faire. La conséquence, selon moi, c'est que cette visite a été très mal préparée du côté américain et dans une certaine mesure du côté chinois aussi. Les Chinois ont essayé de caser la visite de Donald Trump entre d'autres visites de chefs d'État, or step the forks. Et ça n'a pas donné à la visite de Trump l'importance qu'elle aurait normalement dû avoir. C'était encore le cas la semaine dernière. Donc je pense que c'est un point vraiment important. Et la question du détroit d'Ormuz, ainsi que l'idée d'impliquer la Chine pour résoudre le dossier iranien, tout ça est venu évidemment après la fin du mois de mars. Autrement dit, ce n'était pas l'objectif initial ni la priorité de cette visite. Et ça montre aussi le manque de quelque chose qu'on a déjà dit plusieurs fois à propos de Trump, le manque de réflexion stratégique. Ce n'est pas un stratège, c'est un tacticien. Il essaye d'assembler des éléments tactiques pour donner l'impression d'une approche stratégique, mais au fond, ça reste purement tactique. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que quand on évalue cette visite, il faut regarder les comptes rendus ou le communiqué, comme je l'ai dit, les deux communiqués en fait. Et si on regarde celui des Chinois, il tourne autour de 3 grands sujets. D'abord, la question de la stabilité stratégique, qui est un point très important dans le communiqué. Ensuite, la question de Taïwan. Et enfin, celle des relations équilibrées entre les deux pays. La coopération pour la stabilité est un aspect vraiment central, parce qu'elle inclut aussi la question de Taïwan.
Et puis elle soulève aussi ce qu'on appelle, je ne sais plus le mot exact en anglais, le piège. Vous savez, ce piège qui vient des guerres de la Grèce antique. Quand une puissance, en l'occurrence Sparte, tenait tellement à garder sa position dominante en Méditerranée qu'elle finissait par faire la guerre à tous ceux qui tentaient de remettre en cause sa suprématie. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les États-Unis. Vous vous souvenez peut-être, et ce n'est pas seulement Donald Trump d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de ce que Joe Biden a dit lors de son investiture, je crois, ou peut-être lors de son premier discours sur l'état de l'Union. En tout cas, c'était en 2021 quand il a dit que le reste du monde se rapprochait de nous et qu'on ne pouvait pas le permettre. Vous voyez, c'est exactement là le piège. Vouloir tellement garder sa position hégémonique qu'on finit par tout faire pour détruire ceux qui essayent de la remettre en cause. Et évidemment, en 2021, c'était sans doute dirigé contre la Chine, mais aussi contre la Russie. La Russie sur le plan militaire et la Chine sur le plan économique, commercial et probablement aussi technologique. Donc il y a cette idée aux États-Unis que le pays doit rester dominant sur la technologie, sur la puissance militaire, sur l'influence et ainsi de suite. Et ça fait partie de cette idée de stabilité, la coopération pour la stabilité stratégique. Je crois que c'est le terme exact. La coopération pour la stabilité stratégique entre les États-Unis et la Chine. Et c'est en substance ce qu'on trouvait dans le communiqué chinois. Mais quand on lit le communiqué américain, il n'y a rien de tout ça. Pas un mot là-dessus. Aucun mot sur Taïwan. Aucun mot sur le détroit d'Ormuz. Il mentionne Ormuz, oui, mais sans aborder ces questions fondamentales soulevées par la Chine. Et la Chine, de son côté, n'en parle pas non plus, ou alors très brièvement. Si je me souviens bien, elle ne mentionne pas Ormuz en tant que tel. Elle se contente de dire que les États-Unis et la Chine ont discuté des questions du Moyen-Orient. Point. Évidemment, du côté chinois, la question iranienne n'était pas au centre de cette rencontre. Alors que pour les États-Unis, c'était bien le sujet principal, parce que c'est la préoccupation actuelle de leur politique étrangère. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que si on lit le communiqué de la Maison-Blanche, tout ce qui y est mentionné concerne ce que les États-Unis pouvaient obtenir de cette visite, comme un meilleur accord commercial sur tel ou tel point. En gros, tout était tourné vers les gains pour le commerce américain, alors que les Chinois, eux, se concentraient sur l'équilibre stratégique et sur les questions fondamentales. Vous voyez donc qu'ici, on a une approche totalement différente. Ce n'est pas surprenant, parce que la Chine est clairement un pays plus stratégique que les États-Unis, du moins à ce stade. Il y a 50 ou 60 ans, c'était sans doute différent. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont devenus tactiques. Il n'y a plus que de la pensée tactique en Amérique, dans la politique étrangère, comme dans les questions de sécurité nationale. Et cela se reflète très clairement dans ces deux communiqués. Ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'un événement aussi important peut influencer la relation entre les deux plus grandes économies du monde, avec évidemment des répercussions régionales en Asie comme dans l'hémisphère occidental, et peut-être même en Occident en général, on a normalement un communiqué conjoint. Et c'est là que la préparation de cette rencontre prend tout son sens. J'ai moi-même participé à plusieurs conférences internationales. Et dans la plupart de ces conférences, en réalité, on prépare le communiqué final avant même que la conférence ne commence, parce qu'on sait déjà ce qu'on veut obtenir. On sait qu'il y aura quelques petites modifications, bien sûr. Mais quand la conférence démarre, la vraie conférence, il y a déjà un projet de texte prêt qu'on peut ajuster à la dernière minute avec quelques déclarations probables, des choses comme ça.
Mais dans le fond, le document existe déjà. Et il y a des équipes d'experts des deux côtés qui travaillent ensemble des mois à l'avance pour préparer le communiqué conjoint. Quand on lit les deux communiqués qui ont été publiés ensuite, on voit bien qu'en fait, il s'agissait de deux communiqués rédigés par deux équipes différentes. Ils ne se sont pas parlé. Vous aviez une équipe américaine qui préparait son propre communiqué et une équipe chinoise qui préparait le sien. Et c'est exactement pour ça qu'il y a si peu de points communs entre les deux textes. Ça reflète aussi les priorités des deux parties. Et à mon avis, ça montre, disons, non pas l'échec du sommet, mais plutôt l'absence de véritable succès. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un sommet réussi, parce que, encore une fois, les deux parties peuvent y voir des choses différentes. Les Chinois, sans doute, ont eu un segment plus réussi, parce qu'ils ont pu faire passer leur message, insister sur leurs lignes rouges et leurs priorités. Tandis que les Américains ont mis en avant des sujets comme le commerce, l'agriculture, les produits et d'autres choses de ce genre qui ne sont pas vraiment stratégiques. En lisant les communiqués, on voit bien qu'il n'y a rien qui ait vraiment été accompli en commun. Mais les Chinois ont un avantage, dans le sens où ils ont su dire clairement quelles sont nos priorités maintenant. La situation est difficile et nos priorités restent Taïwan, la stabilité et un commerce équilibré. Ce n'est pas un équilibre pour les États-Unis, ni en faveur des États-Unis. Il faut que ce soit mutuellement bénéfique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les commentaires du côté chinois. Sur ce point-là, je crois qu'ils ont fait passer leur message. Et dans ce sens, je dirais que ce sommet est probablement plus favorable à la Chine qu'à Donald Trump. Désolé de vous interrompre. On parle ici de deux situations différentes, du côté des États-Unis et du côté de la Chine. Pour la Chine, la question principale, la plus importante, c'est celle de Taïwan. Je ne vois pas vraiment d'urgence particulière du côté chinois à propos de Taïwan. Ils veulent en discuter. Ils veulent mettre fin à ce malentendu qui existe entre la Chine et les États-Unis. Mais ils ne sont pas vraiment pressés, vous voyez. Oui et non. Rappelez-vous que le Congrès a approuvé 11 milliards en crédit. Enfin, ce n'est pas le bon mot. Crédit, je ne sais pas trop comment appeler ça. Enfin, 11 milliards pour la vente d'armes. Vous parlez des armes à envoyer. Oui, exactement. Oui. Et ça, je pense, c'est une source d'inquiétude pour l'Iran. Maintenant, le montant a bien été approuvé par le Congrès, mais les ventes elles-mêmes n'ont pas encore eu lieu. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a un sentiment d'urgence du côté de la Chine. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas le même niveau d'urgence entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe à Taïwan. Mais souvenez-vous, je ne suis pas sûr que l'Iran soit une question aussi importante pour la Chine. Pour être honnête, la Chine comprend que l'agression israélo-américaine était illégale. Elle en comprend les conséquences. Elle comprend aussi que ces conséquences ont un impact sur l'ordre mondial. Et elle l'a clairement fait savoir. D'ailleurs, c'est vrai que les Chinois ont déclaré que la circulation dans le détroit d'Ormuz devait rester libre et qu'il ne devait y avoir aucun blocus. Je pense qu'ils visent davantage les États-Unis que l'Iran sur ce point, parce qu'en réalité, ce n'est pas l'Iran qui a fermé le détroit d'Ormuz, mais bien les États-Unis. C'est important de le rappeler. Ce sont les États-Unis qui ont bloqué le trafic, pas l'Iran. L'Iran a imposé certaines restrictions et il a, disons, géré le trafic dans le détroit d'Ormuz, mais sans l'interrompre. La Chine le sait très bien. Et d'ailleurs, elle a aussi obtenu certains privilèges pour que ses pétroliers puissent passer par le détroit d'Ormuz.
Pour la Chine, c'est un problème global, mais pas une source majeure d'inquiétude pour elle-même. Il faut aussi se rappeler que la Chine ne dépend pas du détroit d'Ormuz, ou seulement pour une petite partie de son énergie, parce que environ 85% de l'énergie qu'elle consomme est produite sur son propre territoire. Donc, il n'y a qu'environ 15% de ses besoins énergétiques qui doivent être couverts par des importations. Et une grande partie de cette énergie importée vient de Russie, qui est un allié très proche. Oui, c'est une préoccupation stratégique, bien sûr, mais ce n'est pas une urgence pour la Chine. Et je pense que c'est un point très important. Et ça ressort clairement dans la discussion d'ailleurs, parce que la Chine a dit, la Chine a dit aux États-Unis d'arrêter le blocus. C'est ce qu'elle a dit parce qu'elle considère que le problème dans la région, ce sont les États-Unis, pas l'Iran. Et ça apparaît très clairement dans les différentes déclarations qui ont été faites. Le problème, c'est que Trump ne veut pas comprendre ça. Mais en réalité, la Chine ne voit pas l'Iran comme un problème. Et souvenez-vous qu'avant, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais avant le 28 février, le trafic dans le détroit d'Ormuz était libre. Donc clairement, les États-Unis et Israël étaient le problème. Ils font partie du problème, pas de la solution.